Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On se retrouve pour le deuxième cours de la soirée avec le Rav Yitzhak Chouraki et attachez vos ceintures parce que ça va déménager. Le car passe, c'est tout de suite avec le Rav Chouraki pour Midreshet Yehuda Manitou. Rav, vous pouvez ouvrir votre micro. Et bonne étude à tous et à toutes. Alors, Erev Tov à tout le monde. Alors, en fait, ce shiur-là, nous l'avions étudié en présentiel il y a plusieurs années de cela, et on m'a demandé de rappeler, puisque le problème du Karpa, c'est un problème qui est assez singulier, on m'a demandé de le refaire pour expliquer d'où venait le Karpas de soir du Seder. Alors, en fait, pour commencer, c'est quelque chose d'assez surprenant, et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'il y a deux éléments qui posent question, deux questions très difficiles. Première question, c'est le fait qu'il y ait, dans les questions qui sont posées dans le Manishtana, dans la Haggadah, une des 4 questions que pose l'enfant qui n'obtient aucune réponse jusqu'à la fin de la Haggadah. C'est d'ailleurs tellement surprenant que très souvent, les gens, quand on leur dit ça, sont étonnés, ne se rendent même pas compte qu'on ne leur a pas répondu jusqu'au bout. C'est-à-dire que les enfants ont grandi, les parents se sont mis à enseigner à leurs enfants, et tout le monde accepte que la Haggadah se poursuit de telle façon, et on est tellement habitué qu'on ne se rend même pas compte qu'on ne nous a pas véritablement répondu à une des 4 questions de manière officielle. Et ce n'est pas simplement qu'on n'a pas répondu, c'est que la réponse officielle qui est évoquée par le Talmud, c'est pour que les enfants posent des questions. Kedé, Sheye, Ekera, la Tinokot. Ce qui, avant même de continuer plus loin, c'est quelque chose de totalement antipédagogique, absolument rien d'éducatif, à transformer la soirée du Seder, à faire certaines choses dans la soirée du Seder qui sont faites que pour faire poser des questions. Et quand les enfants poseront des questions, qu'est-ce qu'on leur répondra à ces questions elles-mêmes? C'était simplement pour vous tenir éveillé. C'était simplement pour pouvoir commencer à engager le Seder. Mais vous savez, de cette façon-là, c'est la meilleure manière pour que les enfants grandissent et se disent finalement, on pratique dans toute la tradition juive tout un tas de détails, de scrupules dans différentes mitzvot et de détails de la loi, mais pratiquement, il n'y a pas d'explication, puisque le Talmud lui-même nous dit Kedé, Sheye, Ekera, la Tinokot, afin qu'il y ait que les enfants soient éveillés, prennent conscience. Mais de quoi? Quand les enfants vont nous poser la question, on ne leur aura pas répondu. Et on est tellement subtil, les adultes qui ont écrit la Haggadah, les Chachamim, qu'on arrive tellement à poser la question et à leur faire poser des questions qu'après leur avoir raconté tout un tas de choses, ils ont oublié qu'on leur avait toujours pas répondu à leurs questions. Ils ont oublié que finalement le Seder est fini, ils grandissent et jusqu'à déjà très avancé, on n'a toujours pas la réponse à cette question-là. Ça, c'est d'une part une question qui n'a pas de réponse. Le deuxième point, c'est qu'il y a dans la soirée de Seder, dans la Haggadah qui a été écrite, plusieurs personnages, mais en particulier un central, essentiel pour l'histoire de Pessah, qui est totalement oublié, qui n'est pas du tout évoqué. Et ne me dites pas Moshe Rabbeinu, je ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on a fait des tas de drachot pour expliquer pourquoi il ne faut pas mettre Moshe Rabbeinu dans la Haggadah, Ani velo malach, etc., etc. Je ne rentre pas dans les drachot. Je parle dans quelque chose, j'allais dire presque plus essentiel encore que Moshe Rabbeinu. Un événement fondamental de l'histoire, fondamental de la Haggadah, qui est totalement oublié. À un tel point que même lorsqu'on vient, et c'est tant surprenant, c'est qu'on nous dit alors il faut en rajouter. On va rajouter, on va chercher très loin. On est parti chercher jusque Terach Avi Avram Avi Nahor. On est en train de nous parler de Arami Ovedavi, Lavan. Bon, on veut bien aller chercher très loin, mais en ayant parti chercher très loin, l'essence même de la sortie d'Égypte, l'événement lui-même, un événement central, est totalement passé sous le silence tout au long de la Haggadah, tout au long de la soirée de Pessah. Voilà en fait, je dirais, pas l'hypothèse, mais
la démarche de recherche pour commencer l'étude. On a d'une part une question qui n'a pas de réponse, et on a d'autre part un sujet, une réponse qui n'a pas de question, qui n'est pas évoquée, un sujet, un thème qui doit venir. Et le déroulement de notre étude sera tout simplement pour dire que la question qui n'a pas de réponse trouve sa réponse dans le sujet qui n'a pas été évoqué, et l'un est la réponse de l'autre. Voilà plus ou moins la forme générale. Avant de rentrer dans le sujet lui-même, encore un autre élément, c'est qu'on a affaire ici à une énigme historique d'un changement total de tout le peuple juif, quasiment tout le peuple juif, en changeant totalement une pratique essentielle du soir du Seder. Et on peut même mettre le doigt sur l'époque, le moment particulier où cette pratique-là a changé. À une génération, on a presque la date presque précise où ça a basculé, sans que ceux qui nous ont changé cette minag-là ne définissent, ne décrivent pourquoi ils l'ont changé. Il s'agit de Rashi et des petits-enfants de Rashi, Rabbeinu Tam et le Rashbam, dans lesquels les petits-enfants de Rashi vont de manière frontale contre leur grand-père Rashi dans la pratique du soir du Seder. Et depuis, tout le peuple juif a basculé dans la position nouvelle, innovée par Rabbeinu Tam et Rashbam, et a oublié celle de Rashi, qui était celle pratiquée par tout le peuple juif. Quand je dis tout le peuple juif, je rectifie, sauf les Thémanim, qui ont continué à garder l'ancien minag. Et il s'avère que aussi dans certaines communautés relativement isolées, par exemple à Gardaïa en Algérie, on a continué à pratiquer l'ancien minag. Malgré presque 1000 ans où cette évolution a changé déjà. Depuis le Shulchan Aruch, quasiment tout le monde a adopté le Shulchan Aruch, a changé le minag de départ. Voilà plus ou moins, et il s'agit d'une énigme, je proposerai à la fin peut-être une proposition pour résoudre cette énigme. Donc, pour commencer notre étude, quelle est la question qui n'a pas de réponse dans la Haggadah? Quelle est des 4 questions de l'enfant de la Haggadah? Une des 4 qui n'est pas explicitée jusqu'à la fin, c'est bien entendu la question du Tiboul Arishon. Chez Bechol Elot, Enanu Metabelim, Afilu Pa'amahat, Valaïlaze, chez Tepéabim. Toutes les autres soirs, on ne fait même pas une seule fois un Tiboul, au maximum une fois, mais là, Metabelim, Paramaïm, on fait 2 fois le Tiboul. À bien préciser, entre parenthèses, qu'il faut dire Enanu Metabelim et pas Anarnu Matbilim, comme certains disent. Metabelim, il ne s'agit pas de faire la Tevila. Matbilim, c'est faire la Tevila. On ne fait pas la Tevila quand on trempe le karpas dans de l'eau, on fait métabélim, c'est-à-dire qu'on assaisonne le karpas ou l'aliment, et le mot métabel signifie justement le fait d'assaisonner. Il s'est écrit avec un tête, ce n'est pas métabel avec un taf, mais ça veut dire la même chose, métabel, certains ont même dit métapel, c'est le fait de manger, et toutes leurs alimentations étaient faites en fait avec une sauce, avec un certain assaisonnement, ou comme une sorte de houmous, de trina, etc., dans lequel on trempait, comme pour nous, le soir du Seder. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un deuxième tiboul, c'est-à-dire pas simplement pendant le repas où on va faire le maror dans le harosek, mais avant le repas, au début de la Haggadah, on trempe le karpas. Voilà la question qui est posée par l'enfant. Pourquoi on a besoin de tremper 2 fois? Entre parenthèses, c'est une question qui est fondée sur le fait qu'il sait déjà ce qui va se passer le soir plus tard, puisque quand il pose la question, on n'est pas encore arrivé au deuxième tiboul. C'est fondé sur une connaissance préalable. Cette question-là ne reçoit pas de réponse. Pourquoi est-ce qu'on fait finalement ce premier trempé au début le soir du Seder? L'explication qui nous est donnée, c'est pour que les enfants posent une question, et quand les enfants poseront une question, ils seront éveillés pour le suite de la Haggadah. Donc, on fait n'importe quoi pour que les enfants posent des questions. On pourrait aller la tête à l'envers, les pieds en l'air, et pour dire que les enfants puissent poser des questions. C'est quelque chose de totalement, la fin totale de toute réflexion éducative. Tout notre devoir, c'est d'essayer de donner du sens. C'est essayer d'expliquer toutes les pratiques qu'on a dans la vie. Même lorsqu'on a des pratiques qui ne sont pas comprises, ce qu'on appelle un chok, on essaie de trouver un sens au fait de pratiquer le chok. Et là, on a officiellement une pratique du soir du Seder qui est faite simplement pour éveiller les enfants à accepter des choses qui n'ont pas de sens. Je dis ça de façon un peu provocative, mais c'est pour bien montrer que cette question-là n'est pas évoquée. C'est la Gemara qui le dit.
la Gemara, dans Masechet Pesachim, nous présente ce tiboul-là en nous disant Eker les Tinokot. Alors, pour résoudre cette question-là, la raison de ce tiboul, il faut d'abord revenir à l'endroit où c'est évoqué. Ce tiboul est évoqué dans la Mishnah de Masechet Pesachim, le Perek Asiri, où on nous dit la chose suivante Heviu lefanav metabel bachazeret. Heviu lefanav, on lui a amené, on ne dit pas dans la Mishnah qu'est-ce qu'on a amené, et on dit metabel bachazeret. Pourquoi bachazeret? Chazeret, c'est le maror apparemment, et la Gemara explique que c'est un cas dans lequel on n'a pas deux légumes, un pour le maror et un pour le karpas, le céleri, on a simplement du maror. Et dans ce cas-là, on prendra aussi le maror au début du repas. Et ça entraîne tout un tas de complications. On ne va pas faire la bracha du maror au début. Donc, on va mettre ce maror-là, puisque le maror, on le mettait d'habitude, on ne le met pas dans l'eau salée ou dans le chometz. Voilà. En tout cas, la Gemara nous dit ça. Et sur la Mishnah nous dit ça. Et sur cette Mishnah-là, les commentaires expliquent qu'est-ce que c'est, comment on procède. Evi ou les fanav, on nous dit, certains disent on a amené la table, certains d'autres disent on a amené le légume en question, et métabel bachazeret, le mot métabel, c'est le fait justement de se mettre à manger ce chazeret. Et ça ne veut pas dire le bête, on le trempe dans le chazeret, mais au contraire, on trempera le chazeret, ce légume-là, dans dans quoi on trempe. Et là, le côté étonnant des commentaires, je dirais le changement total dans la pratique du Ham Israël. Je pense que si on faisait, on n'est pas là en présentiel, mais si on faisait un tour plus ou moins chez tout le monde, dans toutes les communautés, on demandera dans quoi vous trempez le karpas. Alors, il y a quand même une différence sur le karpas. Certains ne prennent pas du céleri, parce qu'on n'avait pas partout du céleri. Mais en tout cas, le légume qui correspond au premier tiboul, dans quoi on le trempe? La majeure partie des gens trempent ça soit dans de l'eau salée, soit dans du chometz, du vinaigre, soit dans limone. Certains ont cette habitude de une eau citronnée. Il s'agit de l'eau avec un petit peu quelque chose qui lui donne un petit goût acide, salé ou autre. Voilà plus ou moins les habitudes séfarades comme à Ashkenaz. Le problème, c'est que cette habitude-là était totalement inconnue de tout l'ensemble du monde juif jusqu'à la génération d'après Rashi. Pourquoi je dis d'après Rashi? Parce que lorsqu'on lit Rashi sur cette Mishnah-là, de Masechet Pesachim, elle se trouve en page Kuf Yud Dalet Amud Aleph, on a Rashi qui nous dit la chose suivante, Metabel Bachazeret, on se met à manger ce Chazeret, on fait ce premier petit bout-là, mais dans quoi on le trempe? Baharoset. On trempe le premier tiboul dans le haroset. Et ça, c'est étonnant, parce que pour nous, le haroset n'apparaît dans le seder que plus tard, qu'au moment du repas, lorsqu'on va commencer à mettre le maror et ensuite le korer dans le haroset. Et il y a d'ailleurs une explication très claire, c'est que le haroset a besoin d'atténuer le côté amer, le côté acide, il y a un certain goût trop fort du maror qui a besoin d'être atténué par le haroset. Il y a une soubia là-dessus qui explique en quoi consiste. Est-ce qu'il s'agit d'une certaine acidité, amertume qui se trouverait à l'intérieur du haroset. En tout cas, lorsqu'il s'agit de tremper notre tiboul rishon, le premier tiboul, on n'attendait pas de voir le haroset apparaître ici. Pourtant, Rashi nous dit Metabelim Bacharoset. Alors Rashi explique, il dit oui, mais on pourrait comprendre Rashi en se disant, mais ça c'est quand on n'a que du maror, puisque je disais que la Mishnah évoque un cas particulier, celui où on n'a pas de karpas véritablement, on n'a qu'un seul légume, et donc on utilisera le maror à la fois pour le maror plus tard dans le maror, au moment du repas, et en même temps pour le karpas du départ. Et dans ce cas-là, puisqu'on prend le maror, qui a cette amertume, qui a ce goût très fort, on a besoin du haroset. On pourrait penser comme ça, sauf que, à part Rashi dans son commentaire sur la Torah, on a d'autres livres qui nous transmettent l'opinion de Rashi, notamment un livre assez important écrit par les élèves de Rashi, qui s'appelle Seder Rashi ou Sidur Rashi, qui nous présente l'ensemble des positions de Rashi comme des halachot psukot et qui décrivent ce que dit Rashi pour le Seder. Et dans le Sidur de Rashi, c'est écrit de manière totalement claire, il nous écrit qu'on prend des yerakot, le légume qu'on prendra, et on fait boré peri adama, vetovel bacharoset.
on le trempe dans le haroset. D'où on apprend que pour Rashi, il n'y a que du haroset et rien d'autre que du haroset. Cette position-là n'est pas simplement l'opinion de Rashi, c'est l'opinion de tous les chachamim du peuple juif jusqu'à cette époque-là. C'est-à-dire tous les géonim, sans aucune exception. On le retrouve dans Rav Saadia Gaon, dans le Sidour de Rav Saadia Gaon. On le retrouve dans le Sidour de Rav Amram Gaon. On le retrouve plus tard chez le Rambam, qui l'explique de cette façon-là dans la Mishnah, qui l'explique dans son commentaire, dans son Mishneh Torah, dans la Halacha, ou d'une manière très simple, on trempe tout dans le Haroset d'ailleurs. On le retrouve chez Rabbi Yitzhak Ibn Giyat, la jonction du XIe siècle, qui nous justement nous dit la même chose, on trempe dans le Haroset. Le premier tiboul chez tous les Chachamim Kadmonim est dans le Haroset. C'est d'autant plus intéressant que sur cette question-là, on n'a pas une position établie pour tout le monde, mais ça a changé et on n'obtient pas moins de 6 positions différentes. La première, c'est le Haroset. Mais quand on continue la Gemara, vous savez que dans Maseret Pesachim, on a Rashi, mais on a sur la même page le commentaire du Rashbam. Rabbi Shmuel ben Meir, le petit-fils de Rashi, qui lui-même a commenté le Talmud, et dans les passages qui sont plus succincts de Rashi, ou quand Rashi a terminé, n'a pas fini de son commentaire, a complété le commentaire de Rashi. Donc dans la même page du Talmud, Kuf Yud Dalet Amud Aleph de Maseret Pesachim, on a Rashi en haut, et ensuite on a en bas l'opinion du Rashbam. Rashbam, le petit-fils de Rashi. C'est dans la même famille. Rashbam était plus âgé que son frère, dont on va parler dans un instant, Rabbeinu Tam, Rabbi Yaakov Ishtam. En tout cas, on a ce Rashbam qui a probablement grandi, comme dans tout le peuple juif, à un certain âge, à la table de son grand-père, qui a dû voir ce que faisait Rashi, et qui, s'il est une occupation dans laquelle, une pratique, dans laquelle la soirée de la transmission de toute l'identité juive et de la pratique juive se fait, c'est bien le soir du Seder, eh bien, Rashbam nous dit, lorsqu'il parle de ce tiboul, Eviou les fanav metabel bachazeret, il nous explique qu'on prend le chazeret quand on n'a pas un deuxième karpas, et qu'on appelle metabel le fait de manger, puisque toutes leurs alimentations étaient faites en sauçant, en trempant l'aliment dans quelque chose, très bien, mais il rajoute quelque chose d'essentiel, et il dit, et ce tiboul lave bacharoset, il ne faut pas le faire dans le haroset. C'est d'autant plus violent qu'a priori, le haroset n'était pas évoqué. On n'avait pas besoin de nous le dire. C'est que le Rashbam sait très bien que Rashi fait ça dans le haroset et il s'oppose de manière radicale à ce que fait Rashi. Et par là même, il s'oppose à ce que fait tout le peuple juif jusqu'à cette époque-là. Voilà une deuxième position pour comprendre ce passage-là. Il ne nous dit pas dans quoi d'ailleurs. Dans la même page du Talmud, on a Rashi, Rashbam, et de l'autre côté, on a les Balei Tosafot. Dans les Tosafot, sur ce passage-là, on nous ramène la même problématique. Dans quoi on va tremper, puisque la Mishnah ne le dit pas. Et les Balei Tosafot nous expliquent que dans la Mishnah, c'est aussi un cas particulier, on n'a que du maror. C'est pour cette raison-là qu'on utilisera le haroset. Mais quand on a un autre légume que le maror, à ce moment-là, on ne le trempe pas dans le haroset, mais au contraire dans mes limon, mes mélas, chomet, toutes les différentes positions qui sont connues pour faire le tiboul. Voilà une troisième position qui est pas que du haroset, pas rien sauf jamais dans le haroset, le Rashbam, mais une opinion qui est soit du haroset, soit du mémélar, de l'eau salée, en fonction de légumes qui est trempé. S'il s'agit du maror, le chazeret, ce sera dans le haroset, puisqu'on a besoin d'enlever cette amertume du maror, mais s'il s'agit d'un autre légume, ça sera dans de l'eau salée. Et cette position-là est attribuée, ça n'est pas, alors il y a une marloquette pour savoir exactement quelle option, même sur Rashbam, je le fais simplement, parce qu'après on a différentes manières de les comprendre, mais on est attribué, entre autres, à Rabbeinu Tam, selon laquelle on ferait ou l'un ou l'autre, d'après d'autres opinions, Rabbeinu Tam, mais comme le Rashbam, a s'opposé de manière totale, ni dans le maror, ni dans rien du tout, au phénomène du haroset. Quelque chose de surprenant. On a donc 3 positions qui sont jusque-là. La plus ancienne, la plus classique, c'est que le tiboul harishon se fait dans le haroset. La deuxième, c'est celle qui ne se fait surtout pas dans le haroset, innovée par le Rashbam et le Rabbeinu Tam. Et la troisième qui dit, ça dépend, ou dans l'un, ou dans l'autre. Quelles sont les positions suivantes? On a une opinion très simple, qui nous dit, mais il n'y a rien écrit dans cette Mishnah, pour une raison toute simple. C'est parce que on ne nous a pas écrit dans quoi on le trempe,
parce qu'on ne trempe dans rien du tout. Le Baal Haïtour, Rabbi Yitzhak ben Abba Mari de Marseille au XIIe siècle, qui a un livre très important, Sefer Haïtour, et dans son Sefer Haïtour, il nous dit, mais non, quand il est écrit Metabel Bachazeret, Metabel, ça ne veut pas dire tremper, ça ne veut pas dire saucer, ça ne veut pas dire du tout un tiboul. Comme toutes les façons de s'alimenter à l'époque étaient faites par le fait de tremper l'alimentation, on mangeait en sauçant, le fait de manger on employait le terme l'étabel pour dire manger. Même pas parce que dans ce cas précis, on va tremper, parce que d'une manière générale, c'est le mot qu'on employait pour le fait de manger. Il ramène d'ailleurs certains passages du Talmud, on nous parle métabel, bibne, me'ayim. On mange les parties intérieures de l'animal en employant le mot métabel. Parce que comme on mangeait tout le temps en faisant des tiboules, pour cette raison-là, que le mot métabel signifie de manger. Mais on n'est pas obligé de le tremper dans rien du tout. Donc, le premier tiboul signifierait le premier moment où on mange quelque chose, d'après le Baal Haïtour. Et voilà, 4 positions. Le Haroset, le Memelar, Mechometz, cette innovation, ou l'un ou l'autre, ou rien du tout. L'opinion de Rabbeinu Tam, donc on est vers la fin du XIe siècle, on est au XIIe siècle, et vers la fin du XIIe siècle, Rabbeinu Tam a le plus grand des balais à Tosafot. Et par là même, est celui qui a sa figure s'impose dans toute la zone d'influence du monde européen, notamment en France et en Allemagne, et les Chachamim ou les communautés ont un problème. C'est que, comme je disais tout à l'heure, que pour Rashi, on fait tous dans le Haroset, tout d'un coup, aux yeux de Rabbeinu Tam, c'est absolument interdit de faire dans le Haroset. On a un problème. Est-ce qu'on va suivre la tradition, notre habitude qui était de faire ça dans le Haroset, ou alors la nouvelle opinion qui nous est imposée par Rabbeinu Tam? Et alors là, on a tout au long des années, au fur et à mesure des générations, des débats intérieurs. Est-ce que rester fidèle à la tradition familiale, on trempait ça dans le Haroset, comme Rashi, ou alors quand même respect pour Rabbeinu Tam. Il nous a dit qu'il ne faut pas faire ça dans le Haroset, et bien on va arrêter de tremper dans le Haroset. Et ça s'impose petit à petit. On a par exemple un Chacham de Provence, Rabbi Avram Bar Natan, qui a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaManhig, qui est un livre où il amène beaucoup de minagim, et il nous décrit Tzarfat, c'est-à-dire le nord de la France, la région de Rashi et de Rabbeinu Tam, font comme Rabbeinu Tam. Les élèves de Rabbeinu Tam, il nous dit, font comme Rabbeinu Tam, ont enlevé le Haroset pour le Karpas. En Espagne, on continue le minag traditionnel de tremper le Karpas dans le Haroset. Et en Provence, les gens se tâtent. Provence, c'est une région intermédiaire entre l'Espagne et la France, avec des minags indépendants. On est un peu influencé et par l'un et par l'autre. Et donc, il se dit, dans notre région, Languedoc, etc., qu'est-ce qu'on va dire? Et alors, il dit, bon, les gens continuent à garder les minags séfarades, mais à titre personnel, Rabbi Avram Bar Natan, Baal Sefer HaManhig, au XIIIe siècle, nous dit, mais moi, je suis passé à faire comme Rabbeinu Tam, à ne plus tremper dans le Haroset et à faire dans de l'eau avec du citron, de l'eau avec du sel, toute cette manière de procéder. À la même époque, on a des Chachamim qui vont encore plus loin que ça. En Autriche, à Vienne, on a un Chacham, Rabbi Yitzhak Vienne, qui a écrit un livre qui s'appelle le Or Zaroua. Et dans son livre, dans le Sefer Or Zaroua de Rabbi Yitzhak de Vienne, au XIIIe siècle, on a un élément supplémentaire qui est évoqué. Il dit la chose suivante, tout le monde continue à faire dans le Haroset. Et pourtant, Rabbeinu Tam nous a opposés, nous a éloignés de ce Haroset. Alors que faire? Alors il dit, c'est très embêtant, parce que comme le Haroset, on va le manger pour le Seder, plus tard pour le Maror, si quelqu'un se met à manger le Haroset au début du soir du Seder, Hareu ke Boel Arusato Bevet Hamiv. Boel Arusato Bevet Hamiv, c'est une expression un peu fleurie des Chachamim pour évoquer quelqu'un qui se permettrait de manger un peu trop tôt les aliments du Seder. Alors on a ça pour la matzah, ça c'est quelque chose de classique. On dit si quelqu'un mange la matzah avant le soir du Seder, il ne peut pas se retenir, attendre de te marier.
Boel Arusato Bevet Habib, il mange la matzah trop tôt. C'est pour la mitzvah de la matzah, pour avoir le goût au moment de la matzah. Mais le haroset, c'est un rajout, c'est juste là où on trempe, il n'y a rien, personne n'a jamais imaginé amener cet argument-là pour le haroset. Rabbi Yitzhak Or Zaroua, dans son commentaire, pour écraser totalement le minag du haroset, il dit attention, si quelqu'un mange son haroset, au lieu d'attendre le maror, il le fait au début du seder, il est que Boel Arusato, c'est quelqu'un qui est au contraire, impatient et qui n'a pas la possibilité de se retenir pour manger le haroset. C'est aller assez loin. Je dirais, c'est l'arme définitive. Quand on nous a asséné sur la tête ce Boel Arusato pour manger le haroset, qui oserait se permettre malgré tout de le manger? Le peuple continue à garder sa tradition. On va, une fois pour toutes, éradiquer ce minag-là. Mais il y a des chachamim pour lesquels ça ne va pas aussi facilement que ça. Par exemple, on a un chacham, alors, dans le nord de l'Italie, mais qui est lié à la région d'influence allemande. Et au XVe siècle, le Sefer HaAgour nous décrit la chose suivante, qu'effectivement, tout le monde mange le haroset, le même dilemme précédent, mais alors il rajoute un point intéressant. Il dit, le Baal HaAgouda, Chacham d'Allemagne, il avait l'habitude, comme Rabbeinu Tam a dit, de manger que dans de l'eau salée, dans le chometz, il dit lui. Et il dit, mais il y a quand même un peu de kavod pour les anciens, pour la tradition du haroset. Alors, j'avais dit 4 chitotes jusqu'à maintenant. On en rajoute une 5e. Il dit, lui, il fait le chometz, mais dans le chometz, il jette un peu de haroset. Comme ça, on est tranquille vis-à-vis de l'opinion de la tradition. Oui, le problème, c'est que Rabbeinu Tam, il a dit, il faut pas le haroset. Et lui, il rajoute, on fait une pshara, ce qu'on appelle. On va faire plaisir et à l'un et à l'autre. Dans le même ordre d'idées, 6e position sur le problème, on a les rabbins d'Espagne. Alors, les rabbins d'Espagne, ils avaient la tradition du haroset. Ils n'ont jamais entendu parler du chometz, etc. Mais ils apprennent quand même qu'en Europe, qu'en France et partout, Rabbeinu Tam influence. Alors, petit à petit, ça commence à pénétrer en Espagne, au moins l'idée. L'idée est évoquée, par exemple, le Rashbetz, le grand chacham de Majorque qui après est parti s'établir en Algérie, le grand chacham d'Algérie, évoque ces différents minagim. Mais lui dit, nous, on reste fidèle à notre haroset pour le karpas, on n'en démord pas. On a certains chachamim. Par exemple, Rabbi Shem Tov, Baal Migdal Oz. Alors ça, c'est un chacham intéressant. Rabbi Shem Tov Ibn Gaon, qui est, en Espagne, au XIVe siècle, et qui, lui, dans son commentaire Migdal Oz sur le Rambam, évoque encore le même problème, dans quoi on va tremper notre karpas. Et lui, il dit, oui, mais il y a une tradition chez nous qui est pas mal. On continue à faire notre haroset, mais dans le haroset, on met un petit peu de vinaigre. Comme ça, Rabbeinu Tam aussi sera content, puisqu'on a mis le vinaigre pour, en même temps, on a fait la pshara. Oui, le problème n'est pas résolu non plus dans ce genre de psharot. Pour Rabbeinu Tam, il a un problème avec le haroset. C'est pas de rajouter un peu plus de ça ou de ça qui va changer. En tout cas, voilà la position. Rabbi David Aboudraham ramène en même sens ce problème en évoquant qu'en Espagne, on continue à rester avec le haroset. Je dirais qu'en Espagne, depuis l'époque de Rabbeinu Tam, 12e siècle, jusqu'à plus ou moins l'époque du Shulchan Aruch, le minag commence à se faire connaître, mais plus ou moins on reste fidèle à ce haroset. Celui qui a d'une manière définitive éradiqué, même pour les communautés séfarades, le minag en stick du haroset, c'est le Shulchan Aruch. Avec un argument très problématique. Dans le Bet Yosef, il dit la chose suivante. Il dit, Rabbeinu Tam nous dit, il ne faut pas faire du haroset. Le Rambam, qui écrit clairement qu'il faut du haroset, il ne dit pas qu'il ne faut pas faire du mechometz, du memelach, etc. Donc, quand on fait avec le memelach, ou mechometz, ou melimon, eh bien, pour le Rambam, il n'a pas dit que c'était mal de le faire là-dedans. Pour Rabbeinu Tam, par contre, il nous dit qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire que là-dedans. Alors, faisons-le de cette façon-là. Sauf que la raison pour laquelle le Rambam n'évoque pas et ne s'oppose pas au Memelach, au Bechometz, etc., elle est très simple, c'est que le Rambam n'a même pas envisagé cette position-là. Il ne s'est pas opposé à toutes les positions qui n'étaient pas du tout présentes dans sa région. Donc, ça n'a pas tellement d'arguments par rapport à communauté séfarade. Toujours est-il que dans le Shulchan Aruch l'écrit de manière très simple, et c'est quelque chose de définitif. Ils disent on prend un peu de karpas, ou met tableau Bechometz,
ou Mevareh Boré Pri Adama. Et c'est là qu'est rentré le Chometz, le Melach, le Limon, toutes les différentes manières de pratiquer le Haroset. Voilà plus ou moins comment c'est fait. Et comme je disais tout à l'heure, comme le Rambam écrit le Haroset, c'est resté chez les Yéménites. Les Yéménites qui gardent fidèlement la position du Rambam ont continué jusqu'à aujourd'hui à tremper leur karpas dans le Haroset. Et je donnais une fois un cours sur ce sujet-là et quelqu'un me disait, mais chez nous aussi, à Gardaya, il y a un livre qui s'appelle Vaikar Amram, et dans son livre Vaikar Amram qui ramène les Minagim de Gardaya, il ramène qu'on trempait le karpas dans le Haroset et pas ni du Chometz, ni du Memelach, ni rien, comme le minag d'origine. C'est très intéressant que malgré le Shulchan Aruch, le minag ancien du Haroset a continué à être présent dans certaines communautés. Il semblerait qu'à Djerba, dans certains endroits aussi, pas tout le monde, on pratique aussi le Haroset. Vous allez dire, bon, très bien, mais à quoi correspondent tous ces développements? Quel est le sens de tout ce débat? Je garderai pour la fin la raison qu'on peut proposer pour pourquoi le Rashbam et Rabbeinu Tam ont enlevé le Haroset de Rashi. Elle n'est pas évoquée de manière claire, mais on peut la proposer. En tout cas, en ce qui nous concerne, il faut essayer d'envisager le sens de ce premier tiboul en évoquant plus cette fois-ci simplement là où on trempe le Haroset ou le Chometz, mais quelque chose d'autre. C'est 2 points. Quel est le légume qu'on trempe, le karpas? Et deuxièmement, comment est composé notre Haroset? Étant donné qu'on trempe ce karpas dans le Haroset, et bien alors en quoi il est composé? À quoi rime le fait de mettre du karpas dans du Chometz ou dans etc. ou dans de... Pour répondre à ces questions, je passe à notre deuxième volet. Est-ce qu'il est possible de donner du sens lorsque les Chachamim, de manière officielle, nous disent on n'a pas d'explication à ce deuxième tiboul. On pourra faire 2 fois tremper, il n'y a pas d'explication. Sheye et Kera les Tinokot. Alors il y a des Chachamim qui ne se sont pas gênés pour proposer des explications. Par exemple, Sefer HaRokea. Sefer HaRokea, Rabbi Eliezer de Worms, 13e siècle, nous dit la chose suivante. Velokeach karpas, on prend le karpas ou tout autre légume et on le trempe. Alors lui dit, et retenez bien, c'est très surprenant, on est encore à l'époque où en Europe, on continue à avoir le Haroset. On le trempe soit dans du vin, soit dans du Haroset. Retenez en tête ce vin. Et on fait Boré Peri Adama, et on le mange tous ensemble, Kede Sheishalu Atinokot, Lama Ochlim Yirakot, pour que les enfants posent la question, pourquoi on va manger ces Yirakot-là? Veyashivu Zecher les Trilata Shirbud les Koshesh Kash la Teven. Pourquoi on fait du Haroset maintenant? Eh bien, puisqu'on va manger ensuite le maror, et le maror correspond à la servitude, l'esclavage d'Égypte. On a le Haroset qui, comme explication première du Haroset, c'est comme le mortier dans lequel les bénis Israël faisaient leurs briques. Eh bien, on commence à manger le Haroset avant le repas, d'après Rabbi Eliezer de Worms, par le fait que ça symbolise le début du Shirbud. On participerait en fait dans la Haggadah, suivant le temps de la Haggadah qui se déroule, entre le premier tiboul pour commencer le Shirbud, l'esclavage, et le deuxième ensuite pour montrer l'aboutissement de cet esclavage qui va sortir avec la sortie d'Égypte. Voilà un Chacham qui nous donne une explication pour apprendre à laisser. En tout cas, voilà ce qu'on nous a donné pour comprendre pourquoi est-ce qu'on fait 2 tiboulim à ce propos-là. Certains Chachamim ont rajouté d'autres éléments, et pas des moindres Chachamim, les Géonim. Rav Shrira Gaon, dans son commentaire qui est ramené dans le Otsar à Géonim, sur notre passage de la Gemara, qui est rappelé par un livre, qui était, qu'on a dans un livre plus tardif, le Maaseh Rokar, mais qui a quand même été introduit dans la Tchouvat à Géonim, réponse de Rav Shrira Gaon au Chachamim de Kérouan, il dit, et ces 2 tiboulim-là, contre les 2 fois qu'on a trempé du sang en Égypte. Un, lorsqu'on a trempé Yelid Beto, Vekinyan Kesef. On devait avoir les enfants de la famille et les différentes personnes qui s'associent à nous et on trempait le sang 2 fois. Ou alors, deuxième explication de Rav Shrira Gaon, un vis-à-vis du Dama Berit et un le Dama Pessah. On trempe, alors là, vous avez, je disais dans le Yaïn, le vin
ou le Maroc en rapport avec le sang. Et on aurait le sang de la Mila et le sang du Korban Pessah. Encore une fois, voilà une explication qui essaye de répondre à la question pour qu'on a deux tiboulim. Mais toutes ces explications-là ne seront pas suffisantes si on ne répond pas à la question essentielle, c'est pourquoi on prend du karpas. Pourquoi le karpas le soir du Seder? Alors, on pourrait prendre, et je crois que dans certaines communautés où on n'avait pas du karpas, on prenait de la pomme de terre ou d'autres légumes simplement pour faire boré adama et c'est tout. Oui, d'accord. Mais dans l'ensemble du peuple juif, on prend du karpas, ce qui se dit en hébreu très clair, céleri, aujourd'hui dans l'hébreu moderne. On ne connaît plus le karpas. Je suis arrivé en Israël, j'étais à Mahane Yehuda, je leur dis, je peux avoir du karpas? Ils ne comprenaient pas de ce que je lui disais. Je dis, mais oui, il a du karpas. Ah, tu veux du céleri? Ah, d'accord, le céleri, c'était plus clair pour eux. Le mot céleri en français, le mot karpas en hébreu, définit un légume bien particulier. Pourquoi on a pris ce karpas? Et répondant à cette question-là, on pourra comprendre peut-être quel est le sens qui se trouve derrière ce karpas. Or là, il y a quelque chose, et ce n'est pas une dracha, parce que tout le monde connaît karpas, les différentes drachotes qu'on a. Ketonet, passim, karpas. Certains disent karpas, les shishim ribo parer, samer parer. Comme ça, certains ont fait des notricones. Ça, sous la forme de notricone, on peut trouver ce qu'on veut. Là, je reprends le sens du pshat. Le pshat, c'est le mot karpas. Et c'est une explication qui nous est donnée par Rabbeinu Manoach, un des Chacham de Provence du XIVe siècle, des grands commentateurs du Rambam, sur les Ilchot Chametz Umatzah du Rambam. Dans son commentaire, Rabbeinu Manoach nous dit pour quelle raison on prend le karpas? Pour la raison suivante, parce que le karpas a deux entrées dans le dictionnaire en hébreu. Lorsqu'on prend le mot karpas, ça veut dire le légume d'une part, et ça veut dire deuxièmement l'habit. Et c'est pas une dracha, c'est le pshat. C'est le sens premier du mot karpas. La preuve de ça, et c'était pour cette question-là, je répondais à cette question-là à propos de Purim, c'était dans Purim, on a Chour, Karpas, Techelet, Argaman, etc. Le mot karpas est évoqué dans la Megillah pour parler du tissu, de la matière, de l'habit, du revêtement, de tout ce qui est dans cette matière au niveau du tissu. Et le mot karpas a ces deux entrées, l'entrée du légume et l'entrée du vêtement. Alors oui, pourquoi tout ça? Et c'est là que continue Rabbeinu Manoach et nous dit, oui, ce karpas, zecher lektonet apassim, mais pas zecher lektonet apassim dans le sens du drouche, dans le sens du pshat. Lorsque vous lisez Rashi sur la Torah, Yosef, Yaakov, qui fait la ketonet passim, il est écrit dans la Torah, Ve'Yisraël avet Yosef mikol banav, qui ben zekuni mulo, ve'asalo ketonet passim. Il lui a fait une ketonet passim. Que dit Rashi? Ketonet passim, lachon klemelat. Le mot passim, ça veut dire un vêtement de choix, comme il est écrit karpas ou trelet dans la Megillah. C'est pas une dracha pour Rashi, c'est le sens du pshat. Le mot karpas veut dire justement ce klemelat, un vêtement de choix, un tissu de choix. Et c'est le mot passim aussi, c'est pas les lignes. Et ensuite, Rashi dit, Midrash Agada, Al-Shem Tsarotav, Sheniyumkar, les Potiphar, Soharim, Ishmaelim, Midianim. Alors, on aurait de cette façon-là Passim, Potiphar, Soharim, Ishmaelim, etc. Et bon, alors là, ça devient le monotricone, Al-Derech Al-Remes. Mais voilà que tout d'un coup, à la question des enfants, à laquelle on n'avait pas répondu pour en fait 2 fois, on a tout d'un coup un personnage qui apparaît, qui aurait dû être là. Le personnage central de la Haggadah de Pessah, pas le personnage, l'histoire centrale de la Haggadah. Avant d'arriver à Terach Avi Avraham, avant d'arriver à Lavan, la raison pour laquelle le peuple juif se trouve en Égypte, eh ben c'est parce que les frères de Yosef ont vendu leurs frères en Égypte. L'histoire de la descente des Béné Israël en Égypte commence par l'histoire de Yosef. Comment raconter, lorsqu'on voudrait raconter Marbel et sa père la sortie d'Égypte et oublier l'essentiel, la raison pour laquelle on en sort? Et c'est d'autant plus grave que cet essentiel pour lequel on en sort, on est descendu en Égypte, c'est quelque chose qui est évoqué par le Midrash de manière extrêmement violente en nous disant à toutes les générations, on continue à payer un peu de la faute d'avoir vendu Yosef. Et le Navi le rappelle d'abord, avant le Midrash. Le problème de Yosef est un problème majeur. Et la Haggadah n'en parle pas.
Alors là, tout d'un coup, sous l'aspect du karpas, qui est le vêtement, on reproduit quelque chose. On reprend le légume qui a le même nom que le vêtement. Certains diraient, et là on rentrerait dans les drachotes, on pourrait dire le légume a lui aussi des filaments, comme les passim, mais ça c'est plus le sens du pshat, du mot, comment dire, au niveau de la langue, du mot karpas. Mais on a quelque chose d'autre, il faut retrouver notre kharoset. Et là, quelque chose de surprenant. Le Talmud Yerushalmi nous évoque la chose suivante. Le mot, comment on fait le haroset? Alors, on pourrait passer, je crois que chaque famille a sa recette de haroset, chacun a ses goûts, ses épices, ses façons de l'assaisonner, mais on a là des recettes. Le haroset en soi est une énigme assez intéressante, d'où ça vient, comment c'est arrivé. Entre on a dans le Talmud Yerushalmi 2 recettes de haroset. On a une marloquette entre 2 Tanaïm, Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit Tsarir Shete Rava Milte. Il faut que le haroset soit extrêmement dur, compact. Il soit comme justement le mortier, Amar Zecher Latit, comme la boue. Donc il faut qu'il soit au contraire très très compact avec le minimum de liquide. C'est une pâte dans laquelle, d'ailleurs, c'est d'autant plus difficile pour une pâte de tremper. On ne trempera pas dans le haroset. Pour certains, on l'étale le haroset, puisque s'il est tellement ravamilté, un travail dur, c'est plutôt le mortier de l'Égypte. Jusque-là, c'est le haroset qu'on connaît. Mais le Talmud rajoute encore un élément. Il nous dit, It-Tanié, il y a une autre tradition des Tanaïm, Tsarir Shete Rakamilte. Il faut au contraire le faire très, très, très liquide. Amar Zecher la dame. Il faut qu'il soit en souvenir du dame. Et de cette façon-là, on rajoute le vin. Je vous ai rappelé tout à l'heure Rabbi Eliezer de Worms qui rappelait du vin. On rajoutera du vin, on rajoutera du liquide qui permet à ce haroset de prendre un aspect beaucoup plus liquide, beaucoup plus rouge et qui ressemblera au sang. Et alors, il ne suffit qu'à joindre, j'allais dire, les 2 bouts, le haroset avec notre karpas. Si le karpas est le légume qui a le même nom que l'habit, le haroset dans lequel on trempait de façon originelle le premier tiboul, le karpas, était, selon une tradition, zecher la dame, tremper le karpas dans le haroset signifiait reproduire le moment où les frères ont trempé la tunique de Yosef dans le sang. Cette explication-là nous est donnée de manière très claire par un grand chacham, Rabbi Eliezer Ashkenazi, qui est un chacham d'Égypte, qui a étudié chez le Beth Yosef au XVIe siècle, qui ensuite est passé à Famagusta, Venise, Crémone, Modène, ensuite arrivé en Pologne, à Cracovie et d'autres villes, où il a exercé sa rabbanout. C'est d'ailleurs un des chachamim qui est un des marloquettes avec le Maharal de Prague dans le Ber Agola, où le Maharal de Prague et Rabbi Eliezer Ashkenazi ont 2 positions totalement opposées sur la façon de concevoir les miracles. Ce Rabbi Eliezer Ashkenazi, donc du XVIe siècle, a écrit un livre qui s'appelle Maaseh Hashem, qui est une explication de la Torah, pas simplement sur les halachot, mais plutôt il se concentre sur tous les côtés historiques, les histoires, les maasim, le côté beaucoup plus le récit de la Torah. Et quand il arrive dans le livre de Shemot, il nous décrit la Haggadah de Pessah. Il a un livre entier à insérer dans son commentaire sur la Torah, qui est le commentaire de Rabbi Eliezer Ashkenazi sur la Haggadah de Pessah. Et là, Rabbi Eliezer Ashkenazi nous dit la chose suivante. Même si les Chachamim nous ont dit qu'on faisait ce double tiboul pour qu'il y ait équerre la tinokot, ça ne nous empêche pas de lui donner du sens. On retombe sur notre première question. On ne reste pas sur quelque chose qui n'est pas d'explication. Et il propose l'explication suivante. On fait 2 tibouls pour se rappeler, suivant l'idée qui dit que matril bignut ou messayem bishvar. On commence par rappeler le côté du gnaï et ensuite on arrive vis-à-vis du shevar. Le gnaï, c'est le côté honteux. C'est le côté, alors généralement on l'explique en disant mitechila ou vedavolazara. Si on a une ascendance d'idolâtre du côté de Terach, Avi Avram, Vavi Nahor, c'est pas très glorieux. Mais Rabbi Eliezer Ashkenazi nous dit non, c'est pas Terach, Avi Avram, Vavi Nahor, c'est quelque chose de beaucoup plus présent. C'est Ofen Yetziat de Mitzrayim. On est descendu en Égypte par le fait d'avoir vendu Yosef, par les frères qui ont Vaït Belou et Takotonet, Padam. C'est ça le gnout initial. Et on fait un deuxième tiboul ensuite
toujours dans ce Haroset qui est comme le sang, Zecher, la Meora Begaulutam, ce qui s'est produit Begeulatam, Utvaltem Badam Asher Basaf, Vigartem El Amashkov. Voilà qu'on a à la fin, au moment de la sortie d'Égypte, un deuxième élément. C'est plus le sang de la tunique de Yosef qui est trempé dans le sang, c'est le sang dans lequel on trempe le sang du Korban Pessah pour mettre sur les linteaux des portes en Égypte. C'est le Srout, c'est la Messirut Nefesh, c'est lorsque le peuple juif risque sa vie en Égypte en tuant les divinités égyptiennes pour faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Voilà les deux tiboulim expliqués par Rabbi Eliezer Ashkenazi. D'ailleurs, ces deux explications-là ne sont pas que celles de Rabbi Eliezer Ashkenazi. Le Rashbetz, Rabbi Shimon ben Semach Duran, dans son commentaire sur la Haggadah, donc c'est 100 ans avant Rabbi Eliezer Ashkenazi, nous dit dans son commentaire à la Haggadah, Matril Bignu Tumesem Bishvar, il ne l'associe pas au Tiboulim, lui, mais il explique malgré tout qu'est-ce que c'est que Matril Bignu Tumesem Bishvar. Suivant le Midrash Tehilim, le Midrash Tehilim de Chazal nous dit, lorsqu'on dit Avadim Aïnou les Pharaons Bemitzraïm, on ne pense pas Avadim Aïnou, c'est nous qui étions simplement esclaves. Avadim Aïnou, c'est nous qui avons vendu notre frère Yosef. Pas au niveau de la grammaire de la phrase, mais Avadim Aïnou, c'est nous qui avons causé le fait de vendre en esclave. L'ayant vendu en esclave, nous avons reçu l'esclavage. Et à quel moment on dit le Gnout et le Shevar. Ensuite, voilà comment on est matril Bignout. C'est la même idée, simplement elle n'est pas associée au Karpas. Celui qui l'associe au Karpas, c'est Rabbi Eliezer Ashkenazi. Voilà quelque chose de très intéressant. Tout d'un coup, on a quelque chose d'essentiel dans le Seder qui réapparaît, qui prend sa place, et je rajouterai, juste sous la forme cette fois-ci de par Péraot, puisque jusqu'à présent c'est basé sur le sens linguistique du mot Karpas. Mais alors pour ajouter des par Péraot, il y a des deux passages très intéressants du Talmud. On nous raconte le juif qui va amener son korban Pessah au temple à Jérusalem et qui monte pour faire le korban. Alors tout le monde ne va pas amener le korban Pessah, il y a un envoyé, un chaliar, quelqu'un qui représente l'ensemble de la Haboura. Les autres, le reste de la famille, l'attend à Yerushalayim, qui reviennent après avoir fait le korban Pessah et qui nous ramènent la viande qu'on va faire griller. Alors on nous décrit dans le Talmud comment il fait le korban. On appelle le Kohen, il fait le korban, et ensuite on nous dit la chose suivante. Dans le Talmud, on nous dit ensuite Ayanoten et Pisro Beroro, il met à ce moment-là le korban Pessah dans la peau. La peau se transforme comme étant le sac dans lequel il met la viande, puisqu'on a un peu enlevé certaines parties intérieures. Et ensuite, Mafshilo Lahorav, il le met comme un ballot qu'il met sur l'épaule derrière. Et on a un Chacham qui apparaît. Amar Rabbi Ilish. Alors, Rav Ilish, c'est un Chacham très particulier. Il apparaît de temps en temps dans le Talmud. Des petites phrases comme ça. J'avais un Rav et il me disait Rav Ilish, c'est comme une étoile qui apparaît de manière comme ça. Tout d'un coup, on voit apparaître une étoile et puis elle disparaît. Dans notre ciel du Talmud, un Chacham qui a dit quelques phrases de manière totalement ponctuelle. Et il rajoute un point. Et il dit Amar Rav Ilish, Taïrot. C'est quoi Taïrot? Rabbi Ilish nous dit, quand il met son ballot du Korban Pessah pour rentrer chez lui, il est comme Taïra. Taïra, Rashi explique, Derer Sochari Mishmaelim Ouzé. C'est très intéressant parce que lorsqu'on écrit Derer Sochari Mishmaelim, des marchands Ishmaelim, pour qui a un peu de sonorité des psukim de la Torah, les seuls Sochari Mishmaelim qui sont évoqués, c'est les Sochari Mishmaelim qui ont sorti Yosef du trou et qui ont pris Yosef pour essayer de le vendre en Égypte. Donc, lorsque le juif monte au Beth Amikdash pour amener son korban Pessah et le ramène chez lui, il le met sur l'épaule son ballot et le korban Pessah est comme les Socharim Ishmaelim. Il est en train de vendre son korban à la façon des Socharim Ishmaelim. Mais le korban Pessah, c'est Yosef. Les Socharim Ishmaelim qui ont pris Yosef et qui l'ont vendu, c'est exactement ce qu'il est en train de reproduire sous la forme, donc je dirais, c'est une part pérode, ce n'est pas le sens premier de tout le texte, mais c'est ce qui nous est évoqué par Rav Ilish maintenant. Je rajoute un autre point. Alors on va dire, bon, Yosef, très bien. Pourquoi est-ce qu'on boit 4 verres de soir du Seder? Tout le monde connaît l'explication des 4 verres parce qu'il y a 4 langages de Géoula. Dans le Passou, dans du livre de Shemot, on décrit les différents termes qui sont employés pour parler de la délivrance d'Égypte. Et suivant chaque terme, on a un vers qui correspond. C'est l'expression classique. Dans le Talmud de Yerushalmi, on rajoute un autre élément. Et on nous dit, non, c'est pas pour ça. Pas que pour ça. On nous dit, c'est parce que lorsqu'on lit l'affaire du Sarah Mashkim et Sarah Ophim, lorsque Yosef est en prison, il y a les chansons de Pharaon qui rêvent et qui, dans son rêve, voit Kosparon Beyadi, le verre de Pharaon est dans ma main.
Va esrat otam el kosparo. J'ai pressé les raisins dans le verre. Va eten et akos al kafparo. Venatata et akosparo beyado. 4 fois le mot kos est évoqué à ce moment-là. 4 fois la coupe est évoquée. Pour ces 4 coupes de les chansons de Pharaon, on a maintenant les 4 coupes du soir du Seder. Quel rapport? Quel rapport entre nous et les 4 coupes de Yosef dans l'Égypte? Voilà qu'encore une fois, Yosef réapparaît. Pour quelle raison? Pour une raison très simple. C'est que la première fois, l'histoire de Yosef, déchu d'une enfant chérie de son père, vendu par ses frères, perdu même de chez Potiphar en envoyant en prison, eh bien, le moment où ça va tout changer, où ça va remonter, c'est justement après le rêve du Saramashkin et Saraphim. Puisque grâce au rêve, 2 ans plus tard, Paro va se rappeler de Yosef, etc. Donc, le moment où l'histoire commence à poindre une délivrance dans la déchéance de Yosef vendu en esclave en Égypte, c'est à propos de ces 4 vers. Ce sont les 4 vers de la Géoula de Yosef. Alors vous allez dire, oui, très bien, mais alors, où est-ce qu'on trouve? Eh bien, alors là, ça devient, on va trouver tout ça plus long. Grand principe d'étude du Talmud. Lorsque la Gemara évoque différents psukim, ce n'est pas simplement pour amener des preuves au débat en question, c'est pour essayer d'évoquer dans le contexte, du passage qui est évoqué, le panorama d'autres passages. Je m'explique. Le début de Maseret Pesachim, les premières pages de la Gemara, pour tous ceux qui connaissent Maseret Pesachim, commencent par Or l'herba asar bodkin et hametz l'oraner. On doit faire la bdika du hametz. Et le début de la Gemara, c'est une réflexion pour se dire que signifie le mot Or l'herba asar. Est-ce que Or veut dire la nuit du 14, comme on fait la bdika de hametz le soir du 14, ou alors Or l'herba asar veut dire le jour, puisque le mot or, a priori, veut parler de la lumière. Et ça serait beaucoup plus adéquat pour parler de la journée. Est-ce que la bdika se fait le jour ou se fait la nuit? Le mot or, quoi veut-il? Et on a 2 positions dans la Gemara. C'est le début, le premier sugya de Psachim, où on nous dit une position qui nous dit Ravuna mar nage, Rav Yehuda mar lele. L'un, il dit c'est le jour, et l'autre dit c'est la nuit. Voilà 2 positions. Et pour développer leur position, la Gemara fait une sorte de rappel de tous les endroits, alors c'est pas tous les endroits, mais de tout un tas de psukim où on a le mot or qui apparaît, or, et à chaque fois on essaie de déterminer est-ce que ce mot or veut parler de la nuit ou veut parler du jour. Quel est le premier pasuk qui est amené dans la première sugya de Maseret Pesachim pour démontrer que ce or, qu'est-ce que c'est? On nous dit, le premier pasuk, Aboker or ve'anashim shulechu. Aboker or ve'anashim shulechu, c'est le or qui a priori voudrait parler de la journée et pas de la nuit. Le jour c'est fait, le matin c'est levé, Aboker or ve'anashim shulechu. Et mavachamorehem, c'est qui ces anashim qui ont été renvoyés? C'est les frères de Yosef venus chercher du blé en Égypte que Yosef renvoie avant de rappeler avec la coupe de Binyamin. Voilà que le premier endroit qui est évoqué dans le Maseret Pesachim pour parler de la lumière et de la nuit, c'est le moment où les frères de Yosef, la première fois où les frères, de manière réelle, les Bnei Israël, les filles d'Israël, Yaakov, Israël, sortent d'Égypte. Le début de Maseret Pesachim est un débat pour savoir quoi correspond la lumière. Est-ce que la lumière est dans le jour ou est-ce que la lumière se trouve dans la nuit? Dans la sortie d'Égypte, c'est au milieu de la nuit qu'Akadosh Baruch Hu a tranché la nuit, Kahatsi Alayla, et a montré la lumière qui pointait dans l'obscurité de l'Égypte. Lorsque la Maseret commence, elle évoque pour nous les différents états, et c'est une règle à chaque fois dans le Talmud où on évoque différents psukim, c'est pas pour prouver, on n'a pas fait ici une liste de tous les endroits où il y a le mot or, ce sont tous les endroits où le mot or peut apporter à notre réflexion sur la sortie d'Égypte quelque chose d'essentiel que signifie la Géoula. Elle se trouve dans la nuit ou elle se trouve le matin. La sortie d'Égypte ne peut pas être faite si on ne prend pas en question, on ne prend pas en compte, on ne soulève pas le problème essentiel, c'est comment les frères de Yosef, après avoir vendu Yosef, peuvent-ils renouer avec leurs frères, renouer avec une certaine unité. Le premier moment où les Béné Israël sortent d'Égypte, c'est ce passouk qui est évoqué. Ce n'est pas une dracha, c'est le début de la Maseret Pesachim. Je continue quelques pages plus loin dans Maseret Pesachim. Zayin Amoudbet. La Gemara pose la question d'où on sait qu'on doit faire Bdikat Hametz le Oraner. On doit avoir une bougie. Alors là, il y a quelque chose de stupéfiant. Pour résoudre cette question-là, on nous dit c'est facile.
on va les déduire. De quoi? Alors, il y a le Xerashava. Vous savez ce que c'est que la Xerashava? Il y a le même mot qui est employé dans deux passages et on fait passer une loi d'un passage à l'autre. Ça, c'est le même mot dans deux endroits. Mais là, c'est un peu plus complexe que ça. On nous dit, l'amadnou, on a fait la déduction de Metsia mi Metsia. Metsia mi Hipus, Hipus mi Hipus, Hipus mi Nerot, Nerot mi Ner. Il n'y a pas un mot, il y a 5 mots l'un après l'autre. On a un premier passouk où il est écrit Shivrat Yamim Seor Loïm Matzeh Bevaterem. Pendant 7 jours, Loïm Matzeh. Il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons. Donc on a le mot Loïm Matzeh. Mais on a un deuxième passouk où il est écrit Vaïchapes Bagadol Echel ou Bakaton Kila Vaïm Matzeh. Donc le mot Vaïm Matzeh est dans un deuxième passouk dans lequel il est écrit Chipus. Alors on part maintenant du Chametz. Par le mot Matzeh, on arrive au deuxième passouk. Du passouk, on a le mot Hipus et on a un troisième passouk où on écrit Baet Aï, Achapes et Yerushalayim Banerot. Ah, alors on est maintenant passé à un troisième passouk. On bascule par le mot correspondant au troisième, Achapes et Yerushalayim Banerot. Oui, mais Nerot, c'est pas le seul. Il y a un autre passouk encore où il est écrit Ner Hashem, Nishmat Adam, Chofes Kol Radre Vatem. Alors maintenant, c'est Ner et c'est Chofes Kol Radre Vatem. Voilà le mot Hipus qui est amené avec Ner. De là, on déduit, c'était aussi élémentaire que ça, mon cher Watson, que le mot Loïmatse doit se déduire du mot Ner. Et d'où on a, c'est quelque chose de stupéfiant. Demande à n'importe qui n'a pas l'habitude d'étudier le Talmud, est-ce que c'est convaincant ce genre de preuves? Mais rien du tout. On pourrait faire avec ça démontrer n'importe quoi. On prend un mot à chaque fois, on passe dans sautant de pasouk, en jouant à saute pasouk de l'un à l'autre, on déformerait n'importe quelle loi en allant à n'importe quoi. À chaque fois où le Talmud fait ce genre de procédé, utilise ce genre de procédé, c'est pas du tout pour démontrer quelque chose. Tout le monde sait qu'on fait l'abdikat Hametz Leoraner. C'est pour expliquer qu'est-ce qui est recherché à travers cette abdikat Hametz Leoraner. Quel est le centre qui se trouve derrière l'abdikat Hametz Leoraner? Est-ce que c'est simplement de trouver la définition du mot ner et la définition du mot hipus? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on recherche véritablement? Il y a un deuxième passouk où le mot hipus est évoqué, Vaïchapes, Bagadol Echel ou Bakaton Kila Vaïmatse. Ce passouk-là est un passouk qui est rappelé pour parler des frères de Yosef. Lorsque le Yosef envoie chercher la coupe qui est dans le sac de Binyamin, Vaïchapes, il a cherché Bagadol Echel en commençant par le sac du plus grand, ou Bakaton Kila, terminant par le sac de Binyamin, Vaïmatse, et le Gemara est tellement subtil, elle ne dit pas la fin du passouk. Ça serait trop évident. Vaïmatse Agavia, Bam Tahad Binyamin. Il a trouvé la coupe de Yosef dans le panier de Binyamin. Le fait de chercher le Hametz le soir du Seder nous ramène à l'histoire de Yosef qui cherche, le Binyamin, les frères qui cherchent quelque chose. Et là, toute l'histoire de Pessah, j'allais dire c'est clair pour nous, prend un certain sens. Quel est le problème fondamental qui est à la base de la sortie d'Égypte, qui même étant sortie d'Égypte n'est pas totalement traité, qui rentré en Israël continue à être soulevé, comment dire, les rancœurs, les haines, les dissensions, le schisme et la séparation dans le peuple juif. Yosef et Yehuda, Malchut Israël, Malchut et Yehuda, on a le problème de l'unité à l'intérieur du peuple juif. Le problème dans lequel, c'est pas Yosef d'autrefois qu'on a vendu en Égypte, mais c'est que à chaque moment, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas dans notre relation intime, familiale ou nationale, un peu de l'affaire de Yosef qui doit être encore évoquée. Le soir du Seder, on ne fait pas de grands discours, de grandes conférences sur ce que signifie l'Égypte, ce que signifie la sortie d'Égypte, ce que signifie l'identité juive, ce que signifie la tradition. La façon dont les Chachamim ont trouvé, et ce que la Torah nous enseigne pour pouvoir transmettre l'identité, c'est d'avoir recours à différentes méthodes qui ne sont pas du tout les méthodes qui parlent simplement à l'intellect, à la connaissance, à la mémoire simplement de l'histoire, mais qui essayent de faire deux formes essentielles. L'une, c'est de raconter une histoire. Une histoire, le Sipur Yetziat Mitzrayim, n'est pas quelque chose qui raconte le côté philosophique, des vérités absolues, au-delà du temps, au-delà des personnes, qui nous parlent des grandes vérités du monde, mais qui nous raconte une histoire personnelle, de l'histoire du peuple juif, dans laquelle s'inscrivent toutes les histoires individuelles du peuple juif. J'étais esclave en Égypte ou dans mon Égypte moderne. J'ai
fait le chemin des Béné Israël pour arriver aujourd'hui en Israël. Et cette histoire personnelle est l'histoire qui donne du sens par le récit intérieur, familial, personnel, à l'ensemble de l'histoire du peuple juif. Mais ça ne suffit pas. Parce que si on commençait à raconter Yosef et les raisons pour lesquelles on est descendu en Égypte, en mettant sur la table le sujet le plus explosif qui puisse être pour le peuple juif jusqu'à ce jour-là, on transformerait le soir du Seder comme une soirée, je ne dirais pas comment dire, désolante, mais une soirée dans laquelle, avant même d'avoir commencé le soir du Seder, on aurait déjà tout fait exploser. Vous savez qu'il y a 4 enfants, et il y a le 5e enfant, celui qui n'est même pas venu, le 5e fils, qui est encore en train de se promener à Katmandou, je ne sais pas où, et qui ne sait même pas que la date du soir est ce soir. Le Seder, on essaye de faire poser par tout l'ensemble des participants des questions essentielles. Les questions essentielles, c'est quel est le ballot que j'ai mis derrière moi, comme les Soharim Ishmaelim dans l'année qui a précédé, pour pouvoir partir en Égypte. La famille se déroule dans le même ordre d'idées. Lorsqu'on ramène le Hametz, tout le monde dit on ramène le Yetzer Hara. Très bien. Le Yetzer Hara, on l'a un peu partout dans la famille, mais au titre personnel. Au titre personnel, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Lorsqu'on va ramener les différents morceaux de Hametz qui sont éparpillés à la lumière d'une bougie, on nous dit Chofes kol hadre vaten. Akadosh Baruch Hu est là en train de faire une introspection pour chercher pas les hadarim extérieurs, les chambres de la maison, mais les chambres intérieures de la personnalité de l'homme. Lorsqu'on passe, on est en train, avec les enfants participants au centre même de la Bédika, comme ils sont au centre du soir du Seder, à ramasser un petit peu les phrases qui ont un petit peu agacé par-ci par-là, les gestes qui ont provoqué des histoires, les objets qui étaient source de rivalité, de concurrence. On est en train de reprendre dans la famille tous les éléments qui, au titre individuel, gentiment, sans grand drame, sont en train de reproduire des dissensions qui, dans une famille individuelle, sont souvent présentes, qui, dans la famille collective du peuple juif, sont toujours encore d'actualité. On arrive le soir du Seder. Si on commençait à raconter de manière très claire, en disant, bah alors maintenant, on va parler de Yosef et des raisons pour lesquelles on se dispute, tout le monde serait là en train d'essayer de dire qui est Yosef, en quoi il a souffert et en quoi tous les autres sont responsables de mes malheurs personnels. Pour se trouver, s'identifier à Yosef, tout le monde est là. Pour se rendre compte qu'on a soi-même participé un peu à l'action des frères, en laissant tomber chacun son Yosef différent, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat, où le fait de l'évoquer à travers, pas l'histoire, le sipour, mais à travers le geste symbolique dans lequel, regardez tout le monde, on reprend la tunique de Yosef, on la retrempe dans le haroset symbolisant le sang, et rappelez-vous comment on en est arrivé là. Et chacun, dans le silence de la non-évocation de toute cette affaire, est en train de ruminer, de réfléchir, de repenser en quoi l'année qui a précédé a été aussi une année dans laquelle il a vendu son Yosef actuel. Et c'est valable pour la famille individuelle, c'est valable pour l'ensemble du peuple juif. Est-ce que dans l'ensemble du peuple juif, nous réfléchissons sur la réflexion de toute la famille, de tout l'ensemble des Béné Israël, ou alors on a toujours, chacun à sa façon, quelques-uns qui sont un peu moins égaux que les autres. Vous savez qu'à la fin de la Haggadah, on a l'habitude de rajouter le Echad Miyodea. Dans le Echad Miyodea, tous les différents chiffres sont des chiffres très clairs. On nous dit Echad, Shnei Luchot Habrit, etc., etc. On arrive à Hadasar Miyodea. Hadasar Korvaya. C'est quoi ces Hadasar Korvaya? Dans tous les autres, c'est des choses recensées faciles. Shishasid, Remishach, Hamishachom, Shetorah, on les connaît, c'est très simple. Qu'est-ce que viennent faire les Hadasar Korvaya? Pourquoi est-ce qu'on nous parle tout d'un coup de 11 Kochavim? On dit oui, les 11 Hadasar Korvaya, c'est quoi? C'est les Hadasar Korvaya qui sont là dans le rêve de Yosef, puisque tout le monde se prosterne devant lui. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir les Hadasar Korvaya de Yosef? Tout le drame du peuple juif, c'est qu'on n'arrive pas à passer de Hadasar Korvaya à Shtem Asar Shiftaya. C'est qu'on a toujours l'impression que dans les 12 Shevatim, il y en a un qui est un peu moins Shevet que les autres.
Il y en a un qui est un petit peu le chevet de trop. D'ailleurs, ensuite, même quand on récupère Yosef, après on va en avoir 13, et alors à ce moment-là, on en divise 2, il y en a un qu'on va extraire par le bien, par le mal, les vies, etc. Il y en a un qui est un petit peu, qui est pas vraiment, qui est dans le groupe, mais qui est pas vraiment dans le groupe. Ce mode de pensée est le mode central de la Haggadah. On trempe notre karpas, notre tunique de Yosef, dans le sang pour se rappeler du début de l'histoire de la sortie d'Égypte. Une histoire tellement lourde qu'on n'a pas fini de traiter, qu'on n'a pas fini de faire le tikkun, que jusqu'à aujourd'hui, on serait encore, je dirais presque tout le soir, faire peser une chape lourde d'une humeur massacrante, presque au sens premier de tous les massacres du peuple juif entre eux, de Memlechet Yehuda, Memlechet Israël, et toutes les disputes qu'on n'a pas fini de traiter jusqu'à aujourd'hui, que ce soit pour des questions religieuses, des questions économiques, des questions politiques. On a chacun des clivages, etc., et tous les marlocots de partout, etc. On ne peut pas commencer le soir de Seder si on ne rappelle pas de façon rémousa, encore une fois. C'est ce détail-là qui est très important, cette idée qui est derrière le soir du Pessah. Alors, il reste quand même un point important, je terminerai par celui-ci. Je vous dis qu'il y avait une énigme. Qu'est-ce qui s'est passé entre Rashi et Rashbam et Rabbeinu Tam pour que tout d'un coup, les petits-enfants qui avaient probablement assisté avec Rashi disent on fait tout sauf le Haroset. Alors là, je vous donne quelques dates qui sont importantes. Rashi est né en 1040 et mort en 1105. Rabbeinu Tam est mort aux environs de 1100 et mort en 1171. Le Rashbam est mort aux environs de 1160. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ces régions du nord de la France, de l'Europe, qui font dire à Rabbeinu Tam et à Rashbam, il est impossible le soir du Seder de tremper quoi que ce soit dans du Haroset pour rappeler le sang, que ce soit le sang de Yosef ou que ce soit n'importe quel sang. 1144, première accusation de meurtre rituel à Norwich, en Angleterre. 1171, deuxième affaire à Blois, en France, accusation de meurtre rituel. Le soir de Pessah, que nous pratiquons aujourd'hui avec tellement de bonheur, de joie, de tranquillité, dans l'ensemble des parties du monde, relativement, on oublie que c'était pour l'ensemble du peuple juif une soirée terrible, de crainte de voir des malchinim, de voir certaines personnes qui vont venir pour essayer de nous accuser de ce qu'on n'a pas fait. À propos de Pessah, les chrétiens nous racontent quelque chose d'invraisemblable, accusation de meurtre rituel, qu'on aurait mis du sang dans nos matzot. Lorsqu'on a une goutte de sang qui sort, qui reste de quelque chose, on l'élimine, on fait toute la méliha pour ne pas trouver rien du tout de sang, et on serait prêt à mettre du sang dans nos matzot. Que dire si au moment où ces accusations-là sévissent à l'extérieur, nous, le soir du Seder, on rappelle à toute notre tablée, regardez la tunique de Yosef trempée dans le Haroset avec beaucoup de vin qui ressemble au sang dans lequel les frères ont trempé Yosef. Mais c'est attirer le Satan à l'intérieur de notre maison. Et c'est pour ça que Rashbam et Rabbeinu Tam nous disent il faut éliminer complètement ce Haroset. Le but, c'est de faire un premier tiboul. Alors, au lieu de mettre la tunique qui est trempée dans le sang, tellement néfaste dans ces périodes chrétiennes, eh bien, on le mettra dans les larmes de Yaakov. Ça revient au même. On racontera l'histoire du Karpas. On remettra un petit peu de Haroset au milieu pour s'en souvenir. Le problème est justement dans ce moment particulier où les différentes dissensions à l'intérieur du peuple juif se manifestent plus simplement à l'intérieur, mais dans le déferlement de haine sauvage que le peuple juif a connu contre lui dans toutes les périodes et les siècles de persécution. Voilà le soir du Seder qui prend une place totalement essentielle de ce point de vue-là par rapport à la vente de Yosef. Et c'est peut-être la raison, je la propose, c'est une énigme qui ne nous a pas été donnée, c'est peut-être la raison pour laquelle Rashbam et Rabbeinu Tam, contrairement à l'opinion de Rashi, ont arrêté la pratique du karpas dans le Haroset et sont passés à ce que nous pratiquons tous, le Chometz, les Melach, Medimon. Quel chidushim. Un grand merci à Shoraki. De chidushim à chidushim, tout le cours. S'il y a des questions, c'est le moment, chers amis. Razak. Moi, je n'ai pas une question, mais j'ai un grand merci à vous dire. Merci 1000 fois. Voilà, Kavod. Bon, alors, je vois que tout le monde adhère au chidushim de Rav Shoraki. Moi, j'ai une question à ceux qui font le Haroset. Est-ce que vous avez du Haroset rouge? Moi, j'en ai vu du marron, mais il paraît du sang. Ça dépend la quantité de vin que vous mettez au jus de raisin que vous mettez dans le Haroset. C'est ça le truc.
Et puis, comme ils l'ont abandonné, c'est comme ça que le rouge, petit à petit, a disparu. On a peur du sang, on a peur de tout. Vous savez, on est devenu des générations aseptisées. Oui, mais si on met beaucoup, alors il va être mou, il ne va pas être dur. Et bien, c'est ce que je disais, qu'à l'origine, le haroset, dans le chavi, était liquide. D'ailleurs, le sel, c'est ce qui évacue le sang, on peut dire. L'eau salée. Voilà. Vous avez parlé de intervention fera l'objet d'une publication. Vous avez parlé de Gardaïa. Oui. Gardaïa, c'est à côté d'Alger. Des Juifs qui ont essaimé à partir du Touat. Oui. Et qui ont gardé justement des minagim qui datent. Absolument. C'est pour ça que je dis, il y a Rabbi Amram Saban, qui écrit un livre qui s'appelle Vaikach Amram, et dans ce livre Vaikach Amram, il ramène ce minag du Karpas dans le Haroset. Il y a un dernier livre qui est récent, qui vient de sortir sur les minagim de Gardaïa, que je n'ai pas encore eu sous les mains, mais qui j'aimerais voir là-bas comment il ramène. Je suppose qu'il doit ramener aussi ce minagim. Ça fait partie du Mzab. Et le Mzab, oui, le Mzab, absolument. Gardaïa, absolument. Est-ce que votre intervention fera l'objet d'une publication? Oui, ce sera sur la chaîne YouTube de Midreshet Yehuda Manito. L'enregistrement, pas une publication écrite. À moins que vous avez déjà écrit une fois un article dessus, Rav Shoraki? Non, Bezrat Hashem, si Dieu me prête le temps de le faire. Karpas dans le... Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question? Merci. À la nette. Merci beaucoup. C'était très intéressant.